Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News sur Africa 24. Au sommaire de l'actualité, la nouvelle constitution en cours d'élaboration fait polémique en Centrafrique. Depuis que le chef d'État Faustin Archange Touadéra a signé le décret permettant la création d'une commission de rédaction de ce projet, la contestation monte. Des membres du Bloc démocratique pour la reconstruction de Centrafrique se sont rassemblés ce samedi pour exprimer leur désaccord. Fin du TICAD 8, la séance de clôture s'est tenue ce dimanche 28 août à Tunis. La conférence a été marquée par plusieurs événements comme l'absence du Maroc suite à l'incident diplomatique avec la Tunisie ou encore l'accord du financement du Japon à des sociétés d'investissement tunisiennes. L'état d'urgence alimentaire déclaré par la CEDEAO, la commission mixte du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est réunie le 23 août dernier pour tenter de solutionner le problème de l'impact néfaste du changement climatique sur les rendements agricoles. Les détails dans ce journal. On ouvre ce journal avec le dernier hommage de l'Angola à José Eduardo dos Santos. Les funérailles de celui qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans ont lieu ce dimanche. Des funérailles conduites par son successeur, le président João Lourenço, en présence de plusieurs chefs d'État, dont Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, Denis Sassou Nguesso du Congo ou encore Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud. Des honneurs militaires ainsi qu'une minute de silence était au programme. S'en est suivi une inhumation dans la plus stricte intimité familiale. Notons que la date est symbolique puisque José Eduardo dos Santos aurait eu 80 ans ce dimanche. Non à la nouvelle constitution ou encore non à la manipulation. Ce sont les cris donnés par au moins 300 opposants de la coalition du Bloc démocratique pour la reconstruction de Centrafrique qui se sont rassemblés hier dans les rues de Bangui pour protester contre le projet de constitution qui permettrait de mettre en place un troisième mandat présidentiel. Le chef d'État Faustin Archange Touadéra a signé un décret le vendredi 26 août qui a permis la création d'une commission dont la mission est de rédiger un projet de constitution d'ici 3 mois. Le nombre de mandats présidentiels pourrait ne plus être limité à 2 en Centrafrique. C'est du moins dans cette perspective que cette nouvelle constitution sera rédigée. Une nouvelle qui génère des tensions du côté de l'opposition. Les manifestants soupçonnent notamment l'actuel président de chercher à rester au pouvoir. Les manifestants ont qualifié cette démarche de manipulation. À ce sujet, Martin Ziguélé, le porte-parole de la BRDC et président du mouvement de libération du peuple centrafricain, s'est exprimé. Écoutons-le. La démarche de modification ou de rédaction de nouvelle constitution, c'est une action politique qui déchire et divise les Centrafricains. Et il faut que le MCU s'assume pour l'histoire. Nous avons des actions et contrairement à ce que nous avons fait par le passé, nous ne ferons plus de communiqués. Nous ferons des meetings, des marches, des rassemblements en province et à Bangui. Mais le gouvernement fait ce qu'il veut et nous faisons ce que nous pensons devoir faire. Et vous avez constaté déjà qu'il y a une entité qui a été désignée dans ce décret-là qui a déjà écrit un communiqué pour demander son retrait. Je veux parler du groupe de travail de la société civile parce qu'ils n'ont pas été consultés et parce qu'ils ne veulent pas de modification de la Constitution. Donc nous voyons bien que c'est une manœuvre de fuite en avant qui se fait. En tout cas, la priorité aujourd'hui pour nous, la priorité pour les Centrafricains, ce n'est pas une nouvelle constitution. La séance de clôture du TICAD a eu lieu ce dimanche matin à Tunis. L'ouverture de ce 8e sommet a été plutôt réussie, bien que l'absence du Maroc s'est fait ressentir pour certains. C'était notamment le cas du président sénégalais Macky Sall ou encore du ministre des Affaires étrangères libérien Di Maxwell Sakemaya qui s'est exprimé lors de l'ouverture de la conférence en regrettant l'absence du Maroc. Cette dernière journée a été également marquée par l'accord d'un financement de 100 millions de dollars à la Tunisie par le Japon afin de lui permettre d'atténuer les répercussions de la pandémie du Covid-19 dans le cadre de ce nouveau partenariat. Au cours de cette dernière journée, le président tunisien Kais Saied a invité les partenaires japonais à investir en Tunisie en vue de marcher vers une coopération
équilibré. Il a notamment indiqué que le volume des investissements japonais va augmenter à hauteur de 30 millions de dollars avec 300 sociétés d'investissement en plus des échanges commerciaux, des investissements qu'il souhaite matérialiser par le biais d'un partenariat équilibré avec le Japon. Écoutons-le. Nous œuvrons avec le Japon à établir un nouveau partenariat, mais nous ne pouvons réaliser des progrès que sous des régimes politiques stables et en l'absence de guerre. Certains pays n'arrivent pas à avancer à cause de l'absence d'institutions et de l'État, entre autres raisons qu'il faudra déceler. L'investissement ne peut se réaliser et évoluer que dans le cadre d'une situation politique stable et d'une justice sociale préservant l'intégrité humaine. J'invite nos amis japonais à investir en Tunisie et à nouer des partenariats avec les Tunisiens pour atteindre des objectifs plus intéressants que quand chaque partie le fait seul de son côté. Avançons ensemble pour une collaboration modèle, car nous partageons les mêmes valeurs et la même vision. La médiation de la CEDEAO semble apaiser les tensions en Guinée. Pour cause, le Front national pour la défense de la Constitution a annoncé suspendre ses appels à manifestation prévus initialement le 29 août et le 4 septembre prochain. Toutefois, la coalition des partis maintient la manifestation prévue le 5 septembre prochain afin de réclamer la libération des citoyens injustement arrêtés par la junte au pouvoir. Cette annonce intervient après une mission de Thomas Boni-Yayi dans le pays. L'ex-président béninois avait été nommé comme médiateur de la crise guinéenne par la CEDEAO dans le but de faciliter le retour à l'ordre constitutionnel. La peur d'une nouvelle guerre en Libye ronge la population et pour cause. Dans plusieurs quartiers de Tripoli, des combats sanglants ont eu lieu dans la nuit du 26 au 27 août entre des milices concurrentes. Des combats dont la violence laisse craindre la survenance d'une éventuelle guerre dans un contexte où deux gouvernements rivaux s'affrontent. Le bilan est d'au moins 32 morts et 159 blessés selon le dernier bilan du ministère libyen de la Santé. 6 hôpitaux ont été touchés par les frappes alors que les ambulances n'ont pas pu accéder aux zones de combat. Les dégâts sont nombreux à la suite de tirs et de bombardements qui ont retenti. Une dizaine de voitures calcinées et des bâtiments criblés de balles ou incendiés. Pour rappel, ces violences sont apparues 2 ans après l'échec en juin 2020 de la tentative du maréchal Khalifa Haftar de conquérir militairement la capitale. Comment atténuer l'impact néfaste du changement climatique sur la croissance et la production agricole? C'est l'une des grandes problématiques à laquelle la commission mixte du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a tenté de répondre le 23 août dernier. La dite commission appelle à une mobilisation de fonds par les gouvernements nationaux pour contourner une éventuelle baisse de la production céréalière. Plus de précisions avec Nathalie Mou. En Afrique de l'Ouest, la pénurie d'engrais pourrait entraîner une baisse de production de 10 à 20 millions de tonnes, soit près de 20% de la production céréalière de la saison 2021-2022 au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Réuni en Guinée-Bissau du 23 au 27 août 2022, le Parlement de la CEDEAO a appelé les États à déclarer l'état d'urgence alimentaire. Dans l'espace communautaire, près de 40 millions de personnes sont menacées par l'insécurité alimentaire. Notre vision est de construire une communauté des peuples pleinement intégrée, vivant dans la stabilité, la paix et jouissant effectivement de leurs droits fondamentaux, dont le droit à un environnement sain et le droit d'avoir un accès régulier, permanent et libre à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante. Je voudrais solennellement nous exhorter, chacun en ce qui nous concerne, à nous approprier la vision 2050 de la CEDEAO pour une prospérité partagée par tous. À cet égard, nous nous félicitons de l'engagement du Parlement de la CEDEAO et de sa contribution à la mise en œuvre de cette vision. La mise en œuvre des mesures de résilience climatique et environnementale de la CEDEAO en faveur de l'agriculture nécessite une enveloppe budgétaire globale allant de 300 à 600 millions de dollars. Le Parlement régional exhorte les gouvernements nationaux à mobiliser des fonds pour créer des banques de développement agricole. Il enjoint également les États membres à allouer 10% de leur budget au secteur agricole.
Nous avons également l'objectif de développement durable pour 2030 et la plupart des pays n'ont pas atteint l'objectif d'augmenter le budget à 10% pour l'agriculture. Plus de 6 milliards de notre argent sont retournés en Russie et en Ukraine pour les engrais et le blé. Nous pouvons les produire ici en commençant par investir dans des instituts de recherche, encourageant l'implication du secteur privé et l'ensemble de la chaîne de valeur à développer l'agriculture. Le Parlement régional a recommandé à la Commission de la CEDEAO de proposer une stratégie innovante de mobilisation de fonds en vue de la mise en œuvre des initiatives sur le changement climatique pour l'amélioration de la croissance et de la production agricole durable. Et cette thématique du changement climatique n'intéresse pas seulement les membres de la CEDEAO, mais aussi le Gabon. Libreville s'apprête à accueillir une semaine sous le thème du climat. En effet, l'Africa Climate Week se tiendra dès demain, du 29 août au 2 septembre, dans la capitale politique et administrative du Gabon. Un événement clé et préalable à la COP27 prévue du 6 au 18 novembre 2022 en Égypte. Deva Panzou. Libreville, la capitale du Gabon, sera la capitale du climat du 29 août au 2 septembre 2022 à l'occasion de la Semaine africaine du climat qu'elle abrite. Cet événement est un rendez-vous important au cours duquel les participants vont explorer les différentes questions, entre autres la résilience face aux risques climatiques, la transition vers une économie à faible émission et les partenariats pour résoudre les défis urgents. À 24 heures de cette grande messe du climat, les ouvriers s'activent pour finaliser les derniers réglages. Nous nous sommes rapprochés du thème nature. Vous allez constater qu'on a mis 3 couleurs en évidence, à savoir le bleu pour représenter naturellement la mer, le jaune pour représenter l'énergie et le vert justement pour représenter la forêt. Vous allez constater que la salle, nous allons utiliser des couleurs blanches parce que ce sont des pays qui ont fait un choix. Ce choix, c'est de protéger justement notre zone, notre potentiel climatique. La Semaine africaine du climat de Libreville mettra un accent particulier sur le pacte de Glasgow, conclu lors de la COP26 en Écosse. Le rappel pour le maintien de la température à 1,5 degré Celsius d'ici 2100 sera un signal fort auprès des parties prenantes. Toutefois, ces assises veulent aussi servir de cadre en vue de la COP27 prévue en novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Je pense que pendant une semaine, le Gabon va être la capitale de l'Afrique pour les changements climatiques. Donc le continent tout entier vient au Gabon, mais pas seulement l'Afrique. Nous aurions des ONG, du secteur privé, des représentants des gouvernements et des institutions multilatérales de partout dans le monde. En acceptant d'abriter la Semaine africaine du climat, le Gabon veut démontrer ses ambitions de devenir le leader de l'écotourisme en Afrique centrale avec ses 13 parcs nationaux. Le pays veut se sacrifier pour préserver la biodiversité planétaire afin de la transformer en crédit carbone. Toutefois, la survie de la planète dépend grandement des moyens mis à la disposition de l'entretien du bassin du Congo, deuxième poumon écologique mondial. À la page sport, les Jeux nationaux spéciaux olympiques sont de retour au Bénin. L'événement est organisé préalablement aux Jeux olympiques spéciaux mondiaux qui se tiendront du 17 au 25 juin 2023 dans la ville de Berlin en Allemagne. C'est l'occasion donc de donner l'opportunité à une centaine d'athlètes béninois souffrant d'altération de leur faculté mentale de participer à cette présélection. Les meilleurs d'entre eux obtiendront une place pour les Jeux de Berlin. Mélo Ounou nous donne plus de détails. Special Olympics Bénin œuvre pour l'intégration sociale et l'épanouissement par le sport des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. En prélude aux Jeux Olympiques spéciaux mondiaux Berlin 2023, Special Olympics Bénin sous la houlette du ministère des Sports a tenu au stade Charles de Gaulle à Porte-Novo l'édition 2022 des Jeux nationaux Special Olympics Bénin. Au total, 100 athlètes venus des communes du pays ont participé au challenge à travers des divisions, épreuves de la marche, la course, le bocce, l'haltérophilie et le cyclisme. L'objectif visait d'identifier 20 meilleurs athlètes et les perfectionner dans le cadre des préparatifs pour les challenges internationaux de Berlin 2023. C'était nécessaire de faire une présélection et à partir de cette sélection, organiser les athlètes
qui vont nous représenter pour qu'ils puissent aller avec de bonnes prestations. Special Olympics Bénin entend s'investir davantage sur les volets intégration sociale et sportive afin de sortir de l'ombre à la lumière les filles, garçons et jeunes en situation de handicap. Impressionnés par les actions de cette organisation, des acteurs sportifs invitent les parents sceptiques à briser les contraintes en vue de contribuer à l'éclosion des jeunes talents. Ce que nous allons, dire aux parents qui sont encore sceptiques, c'est qu'ils libèrent les enfants, qu'ils se libèrent d'abord eux-mêmes, qu'ils sortent les enfants des arrière-cours pour que dans les 77 communes du Bénin, Special Olympics puisse avoir des athlètes de qualité. Les athlètes béninois porteurs de handicap se révèlent à chaque participation aux compétitions internationales et ramènent régulièrement des médailles d'or et d'argent. Au 15e Jeux mondiaux d'été Special Olympics d'Abu Dhabi, ils ont obtenu 5 médailles dont 2 en or. Les athlètes béninois participeront à leurs 8e Jeux mondiaux à Berlin en Allemagne du 17 au 25 juin 2023. Ils devront compétir dans plusieurs disciplines, notamment l'athlétisme, le bocce, l'haltérophilie, le cyclisme et le badminton. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.